Et je vais vous faire une confidence, les premiers mois de la crise du Covid, quand on s'est remis en marche très vite, le Parlement européen a pu recommencer à travailler à Bruxelles, on n'en dormait pas. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Yo, c'est Jules, on se retrouve pour une nouvelle interview politique pour Le Crayon. Nous sommes aujourd'hui avec Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, bonjour. Bonjour Jules. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de votre parcours, nous allons parler d'Europe, puisque vous êtes élu au Parlement européen. Nous allons parler de représentation du peuple et des jeunes. Nous allons parler également de la place de la France et puis des médias et des médias sociaux. Nathalie Loiseau, vous avez une longue carrière, vous avez été diplomate pendant 26 ans au Quai d'Orsay. Vous avez pris en 2012 la direction de l'ENA, l'École nationale d'administration qui forme les élites, les hauts fonctionnaires. En 2017, vous avez rejoint le gouvernement en tant que ministre chargé des Affaires européennes. Et puis, depuis 2019, vous êtes élu au Parlement européen. Et vous présidez notamment la commission sécurité et défense, la sous-commission sécurité et défense. Ma première question concernera donc cette longue carrière de haut fonctionnaire qui a travaillé dans l'exécutif et dans le législatif. Quel est selon vous le rôle du représentant politique ? Le représentant politique, il est responsable, parce que ses concitoyens le lui demandent, de prendre des décisions, de répondre à leurs attentes, d'avoir une vision et d'être capable de la mettre en œuvre. Faire de la politique, c'est changer les choses là où on est. Alors vous faites de la politique. En faisant le crayon, vous faites de la politique. Exactement, on essaye. Un représentant étudiant, il fait de la politique. Quelqu'un qui crée une entreprise et qui essaye de changer les choses autour de lui, il fait de la politique. Tout le monde fait de la politique d'une manière ou d'une autre, mais certains reçoivent le mandat de leurs concitoyens de les représenter. Ils ne sont pas supérieurs aux autres, ils ont des responsabilités supérieures aux autres. Mais cette représentativité, parfois, on la considère un petit peu en panne. On l'a vu beaucoup avec les Gilets jaunes. Même s'il y a des mandats qui sont donnés, des mandats électoraux par les citoyens qui ont voté, l'abstention prouve que ces mandats sont un petit peu en berne. En tout cas, ce processus n'est pas toujours aussi légitime qu'il pourrait l'être. Vous avez donc une carrière dans différentes grandes instances. Est-ce que ce sont des vases communicants? Est-ce qu'on peut avoir l'impression que la France est une aristocratie dans laquelle on passe facilement d'un grand statut à un autre? Comment lutter face à ça et quel message adresseriez-vous? Parce que j'ai été diplomate, j'ai vu des pays où il n'y avait pas de démocratie, ou bien la démocratie était fragile. Et du coup, je mesure beaucoup mieux la chance qu'on a d'avoir un système démocratique et la nécessité de le revigorer, de le protéger, de le promouvoir et de ne pas s'endormir sur nos lauriers. Quand vous parlez du fait que je suis passée d'une carrière de fonctionnaire à une carrière, enfin en tout cas un poste ministériel, et ensuite une élection, je ne les ai pas volés. Et je ne les ai pas trouvés dans mon berceau en naissant. Pour devenir diplomate, j'ai passé des concours difficiles. J'ai eu la chance de savoir qu'ils existaient. C'est là où je considère que je suis privilégiée. C'est qu'il y a eu quelqu'un un jour qui m'a dit, il y a ce genre de concours et tu peux les passer et tu serais légitime à les passer. Parce que la France est une méritocratie, mais une méritocratie qui s'est endormie. On le sait depuis la Déclaration des droits de l'homme, le principe que les emplois publics sont accessibles à tous sans autre distinction, disait-on à l'époque, que celle de leur vertu et de leur talent. C'est ce qui fait qu'on a fait la révolution pour obtenir ça. Et c'est ce qui fait le socle républicain. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut s'assurer que c'est la réalité. Cette réalité, elle est fragile. Il faut la renforcer, il faut travailler encore plus à l'égalité des chances. Mais mon parcours de diplomate, je n'ai pas volé. Et puis quand vous entrez dans la diplomatie, vous pouvez y faire des tas de choses très différentes. C'est un métier que j'ai adoré. Vous pouvez aussi ne pas forcément y progresser.
Ça veut dire qu'il faut quand même donner de sa personne pour y arriver. Ensuite, le reste de ma vie est un concours de circonstances, mais c'est aussi parfois des échecs qui font rebondir. J'ai été virée de ce Quai d'Orsay que j'adorais par un ministre qui ne pouvait pas me voir en peinture. Fabius. Ça a été ma chance. Ça a été ma chance parce que ça m'a obligée à me poser des questions. À me dire, ok, je me réinvente comment? Pour faire quoi? J'ai envie de faire quoi? Et j'avais envie de faire de la formation. J'avais envie de travailler avec les jeunes. Et là, on m'a dit, pourquoi tu ne candidaterais pas à la direction de l'ENA? Parce qu'on cherchait désespérément un directeur. Ça faisait 6 mois qu'il n'y avait pas de directeur dans cette école. J'ai eu un moment de recul en disant, je ne suis pas ancienne élève de l'ENA. Est-ce que je suis légitime? Et puis je me suis dit, après tout, c'est un défi. Justement, je ne suis pas ancienne élève de l'ENA. Justement, j'ai vécu ailleurs, j'ai vu le reste du monde. Peut-être que si cette maison doit changer, c'est avec quelqu'un qui n'a pas d'a priori ni négatif ni positif. Bon, j'ai été sélectionnée, là encore. J'ai fait des choses qui m'ont passionnée. J'ai eu un peu le sentiment de ne pas avoir eu le temps de finir. Parce que réformer une institution comme celle-là, ça prend du temps. Et un jour, je me suis réveillée un matin, pendant la préparation des élections de 2017, avec une vraie peur au ventre. Une vraie peur au ventre, c'était de me dire, Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle. Et je ne pouvais pas me dire que je ne ferais rien pour empêcher ça. Je ne pouvais pas regarder mes enfants en face, qui ont à peu près votre âge, et me dire, j'avais le pouvoir d'essayer de l'empêcher, et je ne l'ai pas fait. Est-ce que comme vous avez été viré du Quai d'Orsay, est-ce que cette campagne d'Emmanuel Macron et puis le gouvernement, vous en avez été viré aussi? Il y a eu une polémique en 2019, initiée un petit peu par Mediapart, où ça a été monté peut-être un peu en autre boudin, mais au final la campagne électorale et européenne dans laquelle vous êtes lancé, est-ce que c'était une vraie décision de votre part, ou est-ce que on vous y a incité aussi? On m'y a évidemment, Emmanuel Macron me l'a demandé de prendre la tête de liste des européennes. Je ne pense pas, dans son esprit, ni dans le mien, qu'il me virait du gouvernement. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse emmener au Parlement de Bruxelles et de Strasbourg suffisamment de députés pour avoir enfin des députés sur lesquels s'appuyer. Puisqu'on avait passé les 2 premières années du mandat d'Emmanuel Macron à faire bouger les choses en Europe, mais on n'avait aucun socle au Parlement européen. Donc moi j'ai considéré que c'était un signe de confiance de sa part, de me demander d'y aller. Il l'avait fait aussi, m'a-t-il dit, parce qu'au moment des Gilets jaunes, au moment du grand débat, j'ai fait beaucoup d'interviews dans les médias, j'ai fait beaucoup de grands débats, j'ai beaucoup dialogué avec des Gilets jaunes. Et donc il avait vu quelqu'un qui était un peu différent de la personne qu'il avait vue au départ. Et puis moi j'étais entrée en politique. Et on ne peut pas se dire qu'on est en politique tant qu'on ne s'est pas confronté au suffrage universel. Pour moi, être ministre, c'est bien, mais vous êtes nommé. Être élu, c'est autre chose. Alors c'est exigeant, pas facile. Prenez des coups, il y a des polémiques, effectivement. Vous avez cité Mediapart qui ne m'a pas épargné. Je trouve que j'avais un jour osé critiquer Dieu le Père, c'est-à-dire Edwy Plenel. Et on m'avait dit à l'époque, et c'était un journaliste de Mediapart qui m'avait dit, vous le payerez un jour. Ben oui, je l'ai payé, mais ça ne m'a pas empêché de faire un joli score, ça ne m'a pas empêché d'emmener 23 députés européens de la liste Renaissance au Parlement européen. Et ça crée un autre rapport avec les Français. Encore plus d'humilité, encore plus le sens de la responsabilité et du devoir, puisque les gens m'ont fait confiance en mettant mon nom dans une urne, mais aussi beaucoup plus de liberté. Et le Parlement européen, alors quel est son pouvoir aujourd'hui? C'est une institution qui est parfois mal connue des Français, puisqu'on ne sait pas forcément qui les députés européens représentent. On sait aussi qu'il y a à peu près 25 000 lobbyistes enregistrés à Bruxelles, c'est-à-dire à peu près 350 par chacun des 700 députés européens. On a peut-être l'impression que des influences font qu'on décide, la finance décide à la place des députés, qui eux-mêmes, Bruxelles, décident à la place du peuple français. Que pensez de tout ça? Alors, depuis 1979, le Parlement européen est élu au suffrage universel.
Donc de toutes les institutions européennes, celles qui sont le plus en contact direct avec les attentes des citoyens, ce sont les parlementaires européens. Est-ce qu'on ne confond pas la démocratie électorale ou élective, la démocratie représentative élective avec la démocratie tout court? Écoutez, la démocratie qui ne serait pas élective, vous m'expliquez comment ça se passe. Alors en Chine, on vous explique que c'est une vraie méritocratie parce qu'il suffit d'être membre du Parti communiste pour progresser et atteindre les plus grandes responsabilités. Je ne suis pas sûre que ça s'appelle une démocratie. Mais le tirage au sort, par exemple, c'est une chose qui a certains auteurs, je pense à David Van Rijbroek qui écrit un bouquin contre les élections à ce sujet-là, qui expérimente ça en Belgique. Alors, je vais vous dire, je suis absolument horrifiée à l'idée qu'on puisse tirer au sort quelqu'un et lui confier des responsabilités sans que cette personne ait eu l'occasion de s'y préparer et avec l'idée que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Quand vous allez à l'hôpital, vous espérez très fortement que le médecin qui va vous soigner n'a pas été tiré au sort. Quand vous prenez un avion, vous êtes assez content que le pilote ait été formé et qu'il ait choisi d'exercer ce métier. La politique, ce n'est pas couper du reste de la nation. Ce qu'il faut éviter, c'est d'en faire une carrière, de vouloir à tout prix y entrer, y progresser, y rester, quoi qu'il en coûte. Mais venir apporter son goût de l'intérêt général, son parcours, ses expériences, et rester en contact avec ses concitoyens, c'est ce que les électeurs nous demandent. Regardez la réaction qu'ont beaucoup de Français aujourd'hui, ou beaucoup d'Européens, par rapport à la crise du Covid. Ils sont nombreux aujourd'hui à avoir une réaction assez différente de celle des politiciens. Ils disent « ça doit être très compliqué de gouverner aujourd'hui ». Et je vais vous faire une confidence, les premiers mois de la crise du Covid, quand on s'est remis en marche très vite, le Parlement européen a pu recommencer à travailler à Bruxelles, on n'en dormait pas. Tous les jours, on se disait « qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire face à cette crise sanitaire, économique, sociale d'une ampleur sans précédent, d'une nature sans précédent. C'est quoi les décisions qu'il faut qu'on prenne? C'est quoi les visions qu'il faut qu'on porte? Vers où on doit aller? Le plan de relance, les 750 milliards d'euros, ce n'est pas les financiers qui l'ont demandé. Ce n'est pas une Europe ultralibérale, une Europe qui fait un plan de relance à 750 milliards d'euros. Il est parti du Parlement européen. Il est parti de mon groupe politique, il est même parti de ma délégation. On a fait du brainstorming comme des fous. On se réveillait, vous savez, comme les bébés. On dormait comme des bébés. À l'aube. Non, on se réveillait toutes les 2 heures en hurlant. On se dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est quoi ce qu'on n'a pas fait encore dans les crises précédentes et dont on a besoin cette fois-ci? Et on a inventé l'endettement en commun. Et on a été chercher la possibilité de décider que l'Europe rembourserait son emprunt avec un mécanisme carbone aux frontières, avec une taxe numérique. Ça a été beaucoup de débats, beaucoup de dialogues, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'engagement au service des autres. Beaucoup. Et sur l'expertise que vous apportez, vous-même donc, en tant que diplomate, vous avez exercé dans différents pays, en Asie, également en Amérique. Vous étiez en 2003 à Washington, lorsque les relations entre les États-Unis d'Amérique et la France étaient tendues, suite au refus de Dominique de Villepin, Premier ministre, et Jacques Chirac, président, d'adouber l'opération militaire des États-Unis en Irak, la guerre contre Saddam Hussein. Vous avez dû déployer peut-être sans doute des trésors de diplomatie qui aujourd'hui vous servent au Parlement européen. Vous êtes donc, ça vous amène cette expertise-là à travailler au sein de la commission sécurité et défense et également au sein de la commission chargée de la lutte contre les ingérences dans le processus démocratique. Quelle est aujourd'hui la place de la France dans le monde et dans l'Europe sur les questions de sécurité, sur les questions de défense et sur la scène internationale? Quel rôle doit incarner la France? Quel grand rôle? C'est un philosophe portugais qui m'a dit un jour, en Europe, il y a 2 types de pays, les petits pays
et ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont petits. La France a longtemps fait partie de la deuxième catégorie. Longtemps, on a cru qu'en fait, on se passait d'Europe. On parlait de l'Europe quand il s'agissait de politique agricole commune, de 2-3 sujets, puis pour le reste, on disait non, quand même, la France, c'est la France. La France a des valeurs, la France a une histoire, la France a un engagement tout à fait spécifiques qui lui sont reconnus, notamment sur le plan militaire. Mais la France seule, aujourd'hui, face à des défis qui sont tous des défis globaux, des défis qui ne savent pas ce que c'est qu'une frontière. La pandémie l'a montré, le terrorisme ne sait pas ce que c'est que la frontière, les cybermenaces, pas davantage, le changement climatique. Sur tous ces enjeux, si on essaie de les régler tout seul, on va labourer la mer, comme disait Simon Bolivar. L'Europe, c'est la dimension de notre souveraineté augmentée. Comme certains parlent de réalité augmentée. L'Europe, c'est une souveraineté augmentée pour nous. Parce qu'on partage des valeurs face à d'autres parties du monde. Et parce qu'on met en commun nos forces. La stratégie vaccinale, tellement décriée, parce que c'est tellement facile de critiquer, surtout de la part de ceux qui voudraient affaiblir, diviser, décourager l'Europe. Et il y a beaucoup d'organisations de désinformation en ce moment, depuis le début de la pandémie. En Europe, il y a une semaine, on avait distribué 35 millions de doses de vaccins. Combien en Chine, ce grand pays qui maîtrise parfaitement la pandémie et qui fait 1,3 milliard d'habitants? 40 millions. Alors ceux qui nous expliquent qu'un régime autoritaire et centralisé, c'est quand même vachement mieux pour lutter contre le Covid, désolé. Mais c'est parce qu'on était ensemble qu'à 27, on a pu commander près de 2 milliards de doses, qu'on s'assurera que personne n'est laissé sur le bord de la route, parce que c'est une crise dans laquelle soit on gagne tous, soit on perd tous. Si demain, en Bulgarie, la pandémie repart, toute l'Europe sera contaminée. On n'a pas les moyens que les pays les moins riches d'Europe ne puissent pas se vacciner. C'est la même chose sur la défense. Aujourd'hui, on a enfin mis en place un fonds européen de défense, c'est-à-dire des crédits européens qui permettent de faire de la recherche et du développement d'équipements de défense ensemble. Pourquoi c'est important? Alors soit on décide qu'on n'a pas besoin de développer nos industries de défense et qu'on achète tout aux États-Unis ou ailleurs, ça veut dire qu'on perd la maîtrise, parce que quand les États-Unis vendent un F-16, un F-35, ils ont la clé de l'usage qui peut en être fait. Si on veut décider par nous-mêmes, ce n'est pas idéal. Si on veut le faire à titre purement national, aujourd'hui on a 17 types de chars différents, à peu près autant d'avions différents, à peu près autant de navires de guerre différents. On perd de l'argent, on perd du savoir-faire par ce côté très fragmenté. Le Fonds européen de défense, c'est fait pour forcer les industries européennes à travailler ensemble, avec des projets où il y a au moins 3 entreprises de 3 pays différents, pour enfin s'épauler les uns les autres, arrêter de gaspiller de l'argent, arrêter d'être en retard, et essayer de booster une recherche dont on sait qu'elle a toujours des retombées sur le plan civil. Quand on est au Sahel, quand on est au Mali, au départ, la France est partie seule dans Barkhane en 2013, parce qu'il y avait un risque terroriste évident et un risque d'effondrement de l'État malien, avec énormément de conséquences. Et ces conséquences, elles n'étaient pas seulement pour la France, elles étaient pour toute l'Europe. Un effondrement du Sahel, c'est encore plus de trafic de drogue, d'armes, de terrorisme, de trafic de migrants, dont la destination est l'Europe. Donc il faut encore convaincre les Européens de venir avec nous. Ça y est, on a monté une opération avec des forces spéciales qui s'appelle Takuba. Aujourd'hui, on a des Suédois, des Estoniens, des Tchèques, bientôt des Italiens qui vont être au Mali avec nous. C'est pas banal, parce que, permettez-moi de vous dire que pour un Estonien, le Sahel, c'est pas sa priorité numéro 1. Mais entre-temps, nous, on est partis, on a envoyé des avions, des hommes au sol, assurer la sécurité des États baltes face à la menace russe. Et c'était pas banal pour nous, parce que pendant très longtemps, on l'a sous-estimé, cette menace. Quand on sait qu'on a un destin en commun, on s'organise en commun. Pour aller vers la fin, qui souhaiteriez-vous voir à votre place dans cette interview politique? Oh là, une femme, par principe, parce que je trouve qu'on n'en voit quand même pas encore assez. Peut-être pas une Française, peut-être vous convaincre d'aller regarder ailleurs ce qui se passe. Peut-être une jeune femme, Cataline Tché,
Elle est gynécologue de métier. Elle est entrée dans un parti politique très jeune en Hongrie qui s'appelle Momentum. Elle a manifesté contre le régime de Viktor Orban. Elle a fait de la prison à cause de Viktor Orban. Et aujourd'hui, elle est députée européenne. Et c'est une femme qui a une énergie, un talent, une pêche qui font plaisir à voir, qui font honneur à la fonction de député européen. Et si vous voulez l'inviter, ça serait une bonne idée. Très bien, Katalin Shea, if you listen to us. Pour finir, la dernière question de cette interview, classique que nous posons à tous nos invités. Que vous inspire la phrase « trace tes contours » qui est le credo du crayon? C'est un petit peu la phrase de René Char, hein, serre ton bonheur, impose ta chance et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Ouais, bien sûr, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre dessine votre chemin à votre place, mais il faut être aussi capable d'écouter les conseils bienveillants des gens qui vous veulent du bien. Merci Nathalie Loiseau. Merci. J'espère que cette interview vous a plu, on touche à sa fin. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à la commenter, à la liker, à la partager autour de vous. Puis on se retrouve mardi prochain avec un prochain invité. Ciao!